Bonjour à tous et bienvenue dans ce live. Je me présente, je m'appelle Coralie, je serai l'animatrice tout au long de ce live. À l'occasion de la fête de la science, on a l'honneur aujourd'hui d'accueillir Élodie Chabrol. Élodie Chabrol, je vous laisse vous présenter. Bonjour Coralie, merci. Ancienne chercheuse en neurosciences qui a fait une reconversion en communication scientifique. Et donc, je suis freelance en com scientifique. Mais je pense qu'on va en parler en long, en large et en travers. Exactement, on a prévu beaucoup de questions à vous poser sur différentes thématiques. On va tout d'abord commencer par la première question. Joanne, je te laisse la parole. Pour commencer, j'aurais une question très simple qui va permettre de vous introduire votre parcours. Quel a été votre parcours scolaire ? Alors, si on remonte il y a très longtemps, j'ai fait une première et une terminale S à l'époque. Donc, ça a plus parlé à grand monde, je pense, mais en gros, scientifique avec spécialité biologie. Après, j'ai fait un DUG, pareil, ça ne va pas parler à beaucoup de monde, c'est comme une licence en fait. C'était les 2 premières années de la L1, en gros c'est L1 et L2, de sciences de la vie. Donc, c'était chimie, physique, bio et maths. En deuxième année, on avait surtout de la bio et de la chimie. Et après, je suis passée en maîtrise de chimie, donc master de bio. Et puis après, un M2 de génétique et une thèse de neurogénétique. Et après, je suis partie à Londres, travailler en tant que postdoc. Donc là, c'est en fait jeune chercheur pendant 8 ans sur la neurogénétique encore. Et pour continuer, quel a été votre parcours professionnel ? Et ben alors en fait, le parcours professionnel, la thèse, c'est un peu déjà être un jeune chercheur. C'est juste que c'est un diplôme et en même temps, on est déjà dans un labo, on fait des expériences comme les chercheurs, etc. Donc en gros, on peut dire que mon parcours professionnel, il a commencé en thèse, donc en thèse de neurogénétique. Et puis après, je suis devenue chercheuse en Angleterre, donc jeune chercheuse en postdoc. Et puis à côté de ça, j'ai fait de la communication scientifique en lançant un festival qui s'appelle Pint of Science. Et du coup, ça, c'était plutôt un hobby. C'était un truc que je faisais à côté, mais qui m'a donné de l'expérience. Et petit à petit, j'ai eu tellement d'expérience qu'en fait, il y a 5 ans, j'ai quitté la recherche pour devenir freelance en com scientifique. Et depuis 5 ans, c'est ce que je fais. Et du coup, je fais vraiment plein de choses, mais je pense que je vais raconter tout ça pendant l'heure et demie qui suit. Alors, en ce qui concerne la question suivante, vous avez été donc neuroscientifique. Quel était votre principal sujet d'étude ou vos principaux sujets d'étude ? Alors, j'ai travaillé sur l'épilepsie. Donc, c'est une maladie qui est généralement assez commune, que c'est 1% de la population. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont eu de l'épilepsie, qui ont de l'épilepsie ou qui ont de l'épilepsie. Donc, généralement, quand j'en parle, on me dit tout de suite, oui, voilà, ça parle. Et l'idée, c'était, quand j'étais en thèse, en fait, j'essayais de comprendre un nouveau mécanisme, donc comment ça marchait, etc. Et après, quand je suis passée à Londres, le but de mes recherches, c'était d'essayer de la soigner avec de la thérapie génique. Donc, en gros, on fait rentrer des gènes dans les cellules et c'est censé arranger un petit peu ce qui se passe à l'intérieur et faire en sorte que les patients ne fassent plus de crise d'épilepsie. Et ça peut se généraliser, la thérapie génique ça se généralise à toutes les cellules quand vous l'injectez chez un patient ? Non, en fait, donc la thérapie génique, ça dépend de... Donc, en fait, les gènes, on utilise des virus pour les faire rentrer. En tout cas, nous, on utilisait des virus pour les faire rentrer dans les cellules. Et en fait, suivant le virus qu'on choisit, et puis suivant comment on l'injecte, ça va plus ou moins se développer ou aller loin. Par exemple, si on le met dans le sang, forcément, le sang, il va partout. Ça va aller un peu partout dans le corps. Par contre, moi, je travaillais sur une thérapie génique qu'on injectait dans le cerveau. Et en gros, en vrai, le virus, il allait peut-être à 1 ou 2 millimètres de l'endroit d'injection. Donc, c'était vraiment très restreint comme endroit. Et donc voilà. Merci. Pour continuer, donc, quelle est la chose la plus importante que vous ayez découverte durant votre carrière ? C'est une question difficile. Alors en fait, découverte, je sais pas si on peut vraiment parler de grosse découverte, clairement. Non, je pense que le truc dont je suis le plus fière, je vais plutôt raconter ça, c'est la thérapie génique. En fait, ce qui est hyper chouette, c'est que j'ai fini mon postdoc, on a développé une thérapie génique, on a posé un brevet. Donc ça veut dire que la prochaine étape, c'est de le tester chez l'humain. Donc c'est vraiment un truc. Des fois, je me dis, ça se trouve, ce que j'ai développé en postdoc, ça va peut-être soigner des gens un jour, Bien quoi. sûr. Donc voilà, c'est ça le truc dont je suis le plus fière. D'accord. Alors, pour continuer, d'où vous est venu votre intérêt pour la science et la recherche ? Alors, plusieurs choses. Je pense que déjà, je faisais partie de ces enfants très, comment dire, ennuyeux,
qui demandaient pourquoi tout le temps. Vous avez peut-être eu ça déjà. Vous avez croisé des gamins comme ça qui disent pourquoi. Bah voilà, j'étais comme ça. Donc je m'intéressais vraiment à tout, je demandais toujours pourquoi. Et en fait, la bio, c'est vraiment ça que j'aimais. C'est que je comprenais pourquoi. Et j'ai l'impression que quand je comprenais comment les choses marchaient, en fait, j'arrivais à avoir des bonnes notes et tout, parce qu'en fait, l'idée, c'est de comprendre comment ça marche, etc. Donc je me suis toujours intéressée à ça. Et après, je pense que j'ai aussi... j'ai grandi avec une grosse influence de mon grand-père qui était peintre, mais qui adorait observer la nature, observer ce qui se passe et tout. Et en fait, je pense, j'ai pas compris ça jusqu'à très récemment, mais je pense que ça m'a aussi aidé à être chercheur, à être chercheuse, à regarder la nature, à vouloir observer ce qui se passe et à demander pourquoi du coup. Voilà. Forcément. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la vulgarisation scientifique? Alors, plein de choses. Déjà, je parle beaucoup. Voilà. Donc, j'aime bien raconter plein de trucs, expliquer plein de choses. Et à l'époque, maintenant, la communication scientifique, c'est vraiment quelque chose qui est très développé. Il y a énormément d'initiatives. On demande aux chercheurs et aux chercheuses d'en faire. Alors qu'à l'époque, quand on a lancé le festival, c'était vraiment pas un truc très développé. Moi, pendant ma thèse, j'en avais jamais fait. Je faisais de l'enseignement. J'avais envie d'être prof, en fait. Et du coup, je faisais énormément d'enseignement. Je trouvais ça très chouette de raconter de la science. Après, c'est une forme de communication scientifique, hein, d'expliquer la science. C'est à des étudiants, bon, mais c'est une façon de faire ça. Et puis un jour, j'ai reçu un mail disant que un festival était en train de se créer, qui cherchait des gens pour participer à la création de ce festival. Et en fait, pour moi, ça a été une évidence. Je me suis dit, ah bah ouais, ça a l'air cool. Et je l'ai fait. Et en fait, de le faire, c'était tellement génial que j'ai eu envie de le faire plus. Et je me suis dit, en fait, je me retrouve dans le sens où j'adore enseigner. Là, c'est une façon d'enseignement, mais vraiment à un public hyper large. C'est parler de la science, qui est aussi une de mes passions, parce que c'était mon métier et j'adorais ça. Et puis, c'était de le faire d'une façon sympa. Donc, en fait, ça rejoignait tout ce que j'adorais. Et donc, en fait, j'ai découvert mon amour de la communication scientifique en le faisant. En découvrant ça, en organisant le festival, et après en me disant « Waouh, c'est trop cool, je veux refaire. » Et du coup, vous avez fait allusion à... Trop de choses. Au festival de sciences. Mais quelle est votre implication dans ce festival? Alors, j'ai une implication à plein de niveaux. J'ai participé à la création en Angleterre. Donc le festival, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Pint of Science, comme une pinte de science en fait, mais il a été créé en Angleterre, donc c'est un nom anglais. Et au tout début, j'ai participé à la création du festival en Angleterre. Donc il y avait rien du tout. On était une équipe de chercheurs, on savait rien faire, on s'est lancé. C'était un peu un truc complètement kamikaze. Et c'est vrai que ça a eu lieu, ça s'est super bien passé, c'était génial, mais on n'avait pas du tout réfléchi à qu'est-ce qu'on ferait après. Et moi, à l'époque, on l'a lancé en Angleterre. Je suis française, donc j'avais forcément envie de faire quoi? De le faire venir en France. Donc j'ai créé la branche française. Donc là, depuis, ça va être la 10e année ce mois de mai qu'on a Pint of Science en France. Donc depuis 10 ans, je dirige le festival en France. Ça, en vrai, ça veut rien dire parce que ça peut vouloir dire tout et rien. C'est-à-dire que j'ai créé de rien le festival. C'est-à-dire qu'il y avait rien. J'ai dû aller chercher des gens, j'ai dû leur expliquer comment faire, trouver des gens dans les villes, trouver des gens pour faire de la communication, etc. Et après réexpliquer aux villes comment faire, parce que l'idée c'est d'avoir un format. J'ai dit que j'allais expliquer, d'ailleurs je l'ai pas fait. Un format pareil partout. Et le festival, c'est pendant 3 soirs des chercheurs et des chercheuses qui vont expliquer leurs recherches au grand public dans des bars. Et donc ça, et ouais, dans un cadre relax. L'idée, c'est vraiment de se dire, on a envie de mettre la science dans un cadre très relax. On a envie que les gens se sentent pas une conférence, se sentent pas dans un endroit formel, puissent poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser. Et du coup, le bar, ça marche très bien pour ça, parce qu'ils ont l'impression de boire un verre avec un chercheur ou une chercheuse. C'est très cosy, c'est des petits bars. Ça va être en général peut-être 30, 40, 50 personnes, grand max, vraiment. Et l'idée, c'est qu'ils se retrouvent tous ensemble, et c'est simultané, donc dans plein de villes en France, mais aussi dans plein de villes du monde. Et c'est là que le deuxième niveau d'intervention, donc moi j'ai développé la France, ça fait 10 ans que je m'en occupe, mais en fait c'était un peu la blague toujours dans l'équipe Pint of Science. C'est à cause de moi qu'on a lancé l'international, parce que au départ quand on a créé le festival, c'était principalement des Anglais,
Et c'est vrai qu'eux, ils avaient envie de le refaire, mais pas forcément de le refaire en dehors des frontières. Ils étaient contents comme c'était, parce que c'était déjà du boulot. Et puis moi, j'avais envie que ce soit en France, donc je leur ai dit, venez, on refait le festival, mais cette fois-ci, on le fait dans d'autres pays en même temps, quoi. Et ils m'ont dit, bon, pourquoi pas. Et après, c'est vrai qu'on a commencé à développer ça. On était tous bénévoles avec un travail à côté. Moi, j'étais postdoc, donc chercheuse pendant 5 ans en même temps que je gérais le festival. Et c'était très compliqué. À un moment, on s'est dit, ouais, c'était une bonne idée, mais c'est chaud quand même. Niveau taf, voilà, c'est très, très compliqué. Et du coup, un jour, ils m'ont dit, écoute, maintenant, on a besoin de quelqu'un qui gère tous les nouveaux pays. Ça peut pas être fait comme ça, en plus d'un boulot. Moi, c'est vrai que c'était le moment où j'avais décidé de quitter la recherche. Et du coup, je suis devenue, en plus de ça, directrice internationale. Donc, en plus de la France, j'aide les nouveaux pays, je les babysit souvent, je dis, mais parce que c'est vraiment ça, à se lancer. Donc en gros, ça fait, on est passé de 10 à une trentaine de pays. J'ai aidé une vingtaine de pays à se lancer. Et l'idée, c'est que je trouve des directeurs qui me contactent et moi, je leur explique comment faire de A à Z. Donc ça va de trouver des gens pour organiser ça, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment en fait toutes les étapes du festival jusqu'à ce qu'ils aient le festival en vrai dans leur pays. Puis l'année d'après, généralement, ils sont un peu plus autonomes parce qu'ils ont déjà fait une fois. Donc ils recommencent et moi, je prends une nouvelle portée, une nouvelle promo de nouveaux pays et on recommence tout et c'est comme ça qu'on fait grandir le festival. Donc voilà mon implication. Je suis désolée, c'était un peu long, mais elle est à plein de niveaux, il se passe plein de choses. Ah, on a une question dans le chat. Clara, je te laisse la lire. Alors, et ça fait quoi en tant que chercheuse de faire ce choix d'aller vers la culture scientifique et d'être à l'origine d'un événement international majeur ? C'est chouette. Qu'est-ce que ça fait ? Je pense qu'en fait, je m'en suis jamais rendu compte parce que pour moi, ça a toujours été petit à petit. C'était le truc que je faisais le dimanche soir au lieu de sortir ou de regarder Netflix. Et en fait, je travaillais sur Pint of Science. Je passais 2 soirs. En fait, quand j'étais encore chercheuse, je passais 2 soirs par semaine et un après-midi du dimanche à travailler. Donc, en fait, pour moi, c'est venu petit à petit et je pense que j'ai jamais réalisé à quel point c'est devenu un énorme truc. Et puis, c'était vraiment un truc génial pour moi de faire en plus. J'ai vraiment adoré, c'était mon hobby. Ça me faisait du bien de faire ça, en fait, de développer le festival. Parfois, c'était un peu frustrant, la recherche. J'avais l'impression de ne pas avancer. Et en fait, je rentrais chez moi, je travaillais sur Pint of Science et d'un coup, j'avais l'impression que d'envoyer 3 mails, pouf, ça avait vachement fait avancer les choses. Donc parfois, c'était limite une thérapie, quoi. Genre d'avoir un projet comme ça qui avance, ça fait vraiment du bien. Et je crois que je me suis pas rendu compte que c'était à ce point-là un gros truc. De temps en temps, avec la fondatrice UK encore, on est en contact assez constant. Et de temps en temps, on se rencontre, on fait waouh, c'est énorme quand même. Surtout pendant Covid, là, de revenir cette année après la pandémie et tout, on s'est dit waouh, on a réussi, quoi. On a survécu, on est revenu. Voilà, quoi. Et la question, elle a une suite. Et est-ce qu'on arrive à se projeter vers des évolutions quand on se lance dans un défi comme ça ? Alors la toute première année, je pense, on se projetait pas du tout vers une évolution parce que déjà on y croyait à peine que ça avait marché. On y a à peine cru, on savait pas quoi faire. Et puis surtout, on avait 0 expérience en communication, etc. On était tous chercheurs et chercheuses. Et du coup, on n'avait pas réfléchi à l'après. Typiquement, on a fait plein de bêtises. On n'a pas pris de photos, on n'avait pas invité de journalistes ou quoi. Donc en fait, la première année, elle a eu lieu, mais on n'avait rien pour prouver que ça avait eu lieu, pour montrer comment ça s'était passé et tout. Donc on avait quelques questionnaires de satisfaction, mais c'était sur du papier. On a dû récupérer ça d'un peu partout. C'était un peu compliqué. Donc en fait, on s'est pas trop projeté sur une évolution. Et même là encore, je pense que c'est vraiment par rapport à comment ça vient. Et on laisse le truc marcher. Et surtout, depuis la pandémie, on essaie vraiment pas de forcer et de se dire là, en 2023, je veux absolument 10 pays de plus, etc. Il se passe ce qui se passe. Il faut vraiment que ce soit bien. Même en France, j'ai jamais forcément un nombre de villes à atteindre. J'ai pas une courbe d'évolution. J'ai juste besoin que tout se passe bien. Et donc, des fois, je me dis, je prends plus de villes ou je prends plus de pays. Et puis, en fait, les gens me prennent par les sentiments. Ça arrive mais tellement souvent. Où je me dis, non, là, c'est bon, j'en peux plus. C'est assez, je vais jamais réussir à gérer tout. Et puis, d'un coup, on me dit, oh, mais s'il te plaît, petits yeux de chapeauté. Et là, je fais, bon, ok. Et je me retrouve avec 3 pays de plus que prévu. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se prend, je dirais qu'on planifie pas cette évolution. Elle arrive et c'est ça qui est chouette parce que c'est vraiment très spontané. Ça vient souvent de plein de gens. Il y a des milliers de gens impliqués dans le festival dans le monde.
Donc c'est énorme et ça c'est vrai que on va jamais les chercher, c'est-à-dire je vais jamais demander à une ville de commencer. Généralement c'est une ville ou un pays qui va proposer et parce que on sait que c'est du travail, etc. Et c'est ça qui est le plus beau. Donc on peut pas garantir que tel pays va commencer ou quoi. Ça dépend s'il y a des gens motivés. Donc voilà. Donc l'évolution c'est un peu il faut s'adapter à tout quoi. Alors, le chat est vraiment investi. On a encore une nouvelle question. Quel pays a été le plus compliqué à créer le festival? Alors, ils ont tous des spécificités. Je crois que celui qui m'a donné le plus de crise cardiaque, c'est la Russie, parce que je pensais qu'ils allaient être super cadrés. Ouais, et puis cette année, en plus, imaginez, cette année, en fait, on sortait de la pandémie. On a Pint of Science en Russie et je voulais communiquer sur Twitter et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Et là je me suis dit mais je pensais jamais devoir gérer une pandémie et une guerre. C'est quand même chaud. Non, c'est juste que par exemple la Russie, je pensais toujours qu'ils allaient être très cadrés, très organisés et ils faisaient tout tellement à l'arrache qu'il y a eu des moments mais j'ai même cru que ça allait pas se passer. En fait, ça se passait bien. Et sinon, il y a le Brésil. Le Brésil, c'est déjà un grand pays. Et en plus, c'est celui où on a le plus de villes, Pint of Science. C'est des fous. Ils organisent ça dans plus de 300 villes. Hein, c'est vraiment. Ah oui, ouais, d'accord. Voilà. C'est conséquent. Hein. C'est énorme. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile parce que quand on les voit, moi, à chaque fois, je me demande s'il va pas nous faire un burn-out ou, enfin, il nous fait peur à chaque fois le directeur, mais il y arrive. Et gros respect parce que 300 villes, c'est énorme. Et des fois, ils prennent. Je crois qu'entre 2018 et 2019, ils avaient pris 100 villes. Parce qu'en fait, il y a énormément de gens dans plein d'endroits qui sont très intéressés pour le faire et à chaque fois, ça devient énorme. Donc, mais chacun, ils ont tous un peu leur spécificité et puis surtout, il faut apprendre aussi comment ils communiquent. Donc, le format, il est le même partout, mais par exemple, leur expliquer comment monter le festival, c'est pas un truc qu'on calque partout. Il y a des endroits où on utilise certains réseaux sociaux, d'autres où ça va être plus d'autres où en fait, on peut pas trop faire ce genre de communication, etc., etc. Donc voilà, on apprend. Il y a encore des questions dans le chat. Et ça ne s'arrête pas. Hein. Le chat est on fire. Merci le chat. C'est vrai d'ailleurs. Hein. Il ne faut pas hésiter à poser des questions dans le chat. Ah bah là, ils n'hésitent pas. Hein. Il n'y a aucune hésitation. Alors du coup, ce sera combien de pays sont touchés par ce festival? Alors, on était 25 là cette année, mais il y en a qui ont décidé de pas le faire parce qu'ils savaient pas encore trop. En fait, on commence à l'organiser maintenant pour le mois de mai. Donc typiquement en 2021, ce qui était très compliqué, c'est qu'il y a des pays qui savaient pas exactement s'ils étaient vraiment sortis de la pandémie, comment ça allait se passer et tout. Donc il y en a qui ont préféré, le Brésil par exemple, se dire ouais, plutôt que d'organiser 350 villes et finalement devoir annuler 2 mois après, on va pas le faire, on passe et on recommencera. Donc là cette année, il y en avait que 25. 2019, on était 24. En 2020, on aurait dû être 30. Donc voilà, chaque année, en fait, comme c'est des gens qui font ça bénévolement, comme parfois c'est des scientifiques qui se déplacent, donc il y en a qui quittent les pays, qui reviennent. C'est toujours fluctuant. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a 25 pays que l'année d'après on en aura forcément 27 ou 28. Parfois, on perd 3 directeurs et on en gagne 3 nouveaux. Donc en fait, ça reste le même nombre, mais il y a des nouveaux quand même. Donc là, en ce moment, 25. Réponse très longue, tout ça pour dire 25. D'accord. Moi, du coup, j'avais une question parce que on parle beaucoup de vulgarisation depuis tout à l'heure, mais est-ce que les gens savent vraiment ce que c'est la vulgarisation? Comment est-ce que vous la définiriez? Alors, en fait, la vulgarisation, pour moi, c'est vraiment l'acte de rendre quelque chose compréhensible par la personne qu'on a en face de nous. Donc pour moi, c'est pas forcément de la vulgarisation scientifique, ça peut être dans la vie de tous les jours, même dans un bureau, le fait d'avoir, je sais pas, les gens qui gèrent le business et les gens qui gèrent l'informatique, par exemple, ils ont pas les mêmes vocabulaires, etc. Donc en fait, arriver à se mettre au niveau et à pas utiliser trop de jargon et à rendre ça compréhensible, c'est de la vulgarisation, ça arrive tous les jours quand vous parlez, je sais pas moi, à votre partenaire, le soir que vous lui racontez votre journée, parfois faut utiliser du vocabulaire que cette personne va comprendre parce que c'est pas forcément les mêmes choses. Mais la vulgarisation scientifique, en fait, il y a vraiment plein de niveaux. Il y a plein de métiers. Je sais pas si vous vouliez poser une question là-dessus après, si je la spoil ou pas. Vous pouvez spoiler. Et il y a vraiment plein de métiers. Donc en fait, je pourrais même pas tous les citer là parce que c'est énorme. Mais en gros, il y a vraiment plein de types différents. Il y a par exemple, il y a les médiateurs. Ce mot, on l'entend souvent, médiation scientifique. Les médiateurs et les médiatrices. Donc ça va être les gens qui vont vraiment être au contact du public, qui vont raconter les sciences aux gens. Après, il va y avoir des gens qui vont être plutôt à vulgariser la science.
Donc en gros, prendre de la science et la rendre compréhensible à la cible qu'ils ont décidé. Donc ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, ça peut être des étudiants. Pour moi, vulgariser, vos profs le font. C'est-à-dire que si vous parlez complètement avec le jargon qui sort des labos, vous comprendriez pas. Donc l'idée, c'est de rendre ça compréhensible. Et puis après, il y a un autre niveau, moi où je travaille pas mal, c'est former aussi des scientifiques à parler au grand public, etc. Donc, mais il y a vraiment énormément de boulot. Il y a l'écrit, il y a de l'oral, il y a des podcasts, il y a des gens qui font du streaming. Enfin, c'est énorme, tous les types de vulgarisation qu'on peut faire. Il y a beaucoup de supports, en fait. Ouais, exactement. Donc, il y a la vulgarisation, il y a même la communication scientifique qui englobe encore plus de trucs. Parce que là, voilà, en fait, il y a plein de niveaux. Donc, il y a la médiation, c'est vraiment avec le public. La vulgarisation, on prend de la science, on la raconte. Et après, la communication, où ça, en tout cas, en Angleterre, en France, maintenant, communication, en France, c'était un mauvais mot pendant un moment. Parce que ça faisait marketing, ça faisait un peu, on raconte n'importe quoi, etc. Et en fait, c'est en train de devenir, parce qu'en Angleterre, par exemple, on appelle ça la science communication, et c'est pas un gros mot, et ça englobe tout, c'est-à-dire la médiation, la vulgarisation, et puis le fait de former des scientifiques, etc. D'accord. Et pour vous, quelles sont les difficultés dans le métier de vulgarisation scientifique? En fait, il y a plein de difficultés parce qu'il y a plein de métiers différents. Ah ouais, t'as vu, je réponds pas. Il y a plein de difficultés suivant les métiers. En fait, parfois, c'est juste se heurter à des scientifiques qui vont avoir un vocabulaire un peu difficile à comprendre ou qui veulent pas forcément... parfois, ils ont l'impression qu'ils s'abaissent si jamais ils utilisent un vocabulaire plus compréhensible ou que ils vont perdre en précision. Alors, on perd en précision, mais ça reste toujours vrai. Et en fait, parfois, là où on voit des soucis, c'est quand, pour des scientifiques, simplifier égale être faux. Donc ça, c'est souvent le truc. Et ils nous disent, mais non, il faut absolument que je garde mes détails là, parce que sinon, je vais devenir faux. Non, c'est juste, t'en as pas besoin de ces détails-là, en fait. Donc, c'est pas parce que c'est simple que c'est faux. Par contre, ça peut être simple et faux, mais c'est pas parce que forcément c'est simple que ce sera faux. Et ça, je pense que c'est le truc le plus difficile. Et puis après, il y a beaucoup de métiers. Donc, il y a les métiers à la fac. Après, les métiers en freelance comme moi, ça peut être un peu compliqué en termes de précarité. C'est un boulot où, en gros, j'ai pas de salaire qui tombe tous les mois. Donc, ça dépend du nombre de missions que je fais, etc. Il y a plein de gens qui font ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours très stable comme métier. C'est-à-dire que, voilà, on a des missions. Est-ce qu'on en aura une dans 6 mois ou pas? Oui, non. Donc voilà. Et puis, faut s'adapter. Par exemple, dans l'événementiel, vous avez vu ce soir, c'est stressant. Très stressant. C'est super stressant d'organiser un truc comme ça. Donc parfois, voilà, ça va être résistance au stress, adaptabilité. Qu'est-ce que tu fais quand il y a un live qui se met en route mais il n'y a pas le son? Enfin voilà. Donc chaque métier va avoir un peu ses spécificités, mais chaque métier est vraiment super chouette. Donc il y a de tout pour tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. Et est-ce que pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans la vulgarisation scientifique, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Oui. Alors, le premier conseil que j'ai, c'est vraiment d'essayer. Parce que justement, comme je vous disais, il y a plein de métiers, il y a plein de façons de la faire. Il y a, par exemple, il y a des lives en ligne, je sais pas, faire des vidéos sur YouTube, faire des podcasts, mais il y a aussi écrire des blogs, faire des conférences, faire je sais pas, être sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment énormément de trucs. Donc déjà, essayez. Parce que si jamais j'ai envie d'être... par exemple, imaginez, vous avez envie d'être pâtissier. Mais genre, vous avez jamais fait une pâtisserie de votre vie. Vous le feriez jamais, ça. Vous diriez jamais, tiens, je vais faire une école de pâtisserie parce que je pense que ça va me plaire. Bah non. Et ben là, c'est la même chose. Il faut tester parce qu'il y a plein de métiers différents et que chacun, on a une appétence pour certains trucs. Par exemple, moi, je sais que j'aime pas écrire. Je me trouve très mauvaise. J'ai l'impression que j'y arrive pas. Et du coup, tout ce qui est blog, écriture de livres et tout... Voilà, mais ça j'ai testé, je l'ai fait, j'ai vu que j'aime pas, que ça met du temps, que j'ai vraiment du mal à me motiver et du coup ça je l'ai appris en le faisant. Donc pour vous, pour tous ceux qui ont envie d'essayer, je dirais tester des trucs. Peut-être que là, par exemple faire un live, c'est pas forcément le truc que vous allez adorer, mais peut-être que vous allez adorer autre chose, écrire peut-être justement ou faire des conférences, faire ce genre de choses. Et tester c'est bien pour 2 choses. Déjà vous saurez ce que vous aimez ou pas. Ça vous fera une expérience à valoriser. Et puis, pour la 3e chose, ça vous permettra de cultiver un réseau.
parce que ça, le réseau, il est hyper utile parce que déjà pour avoir des opportunités de travail, mais aussi pour savoir qu'est-ce que c'est que le travail des gens jour après jour. Parce que typiquement, quelqu'un peut vous dire, moi je suis journaliste scientifique, ok, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Comment tu travailles? Est-ce que tu travailles en équipe? Est-ce que tu bouges beaucoup? Est-ce que tu vas avoir beaucoup de scientifiques? Ou est-ce que tu es toujours tout seul devant ton ordinateur? Comment ça se passe? Et plus vous rencontrez des gens qui travaillent et qui dans ce milieu-là et qui font des métiers différents, plus vous pouvez leur demander mais comment tu fais, comment ça se passe, et du coup vous faire une idée du travail jour après jour en fait. Parce que parfois, franchement, moi j'ai eu des gens qui m'ont demandé c'est quoi ton boulot, qui avaient des étoiles dans les yeux, et en fait une fois que je leur avais expliqué que la plupart du temps je suis chez moi et je travaille avec mon chat, en gros ils m'ont dit ouais mais t'es toute seule, c'est vraiment pas cool, t'as pas d'équipe, non. Et ils m'ont dit ouais moi je pourrais pas. Donc rencontrer du monde et tester des choses, ça vous permet d'agrandir votre réseau, d'avoir des opportunités et puis de savoir vers quoi vous allez vous engager quoi. Vous venez de dire que la vulgarisation scientifique peut se faire sur plusieurs supports comme podcast, live. Quel est votre support préféré pour faire de la vulgarisation scientifique? Alors, c'est dur. J'ai le droit d'en choisir. Oui, en fait, j'aime bien parler. D'accord. Donc, je dirais tout ce qui est, un peu, par exemple, les podcasts. Je me suis lancée il y a 1 an et demi. Je trouve ça vraiment chouette. Mais en gros, tout ce qui est oral. Donc, ça va être des confs, ça va être du podcast, des lives comme ça. Je trouve ça chouette aussi. Donc voilà, en gros, tout ce qui est papoté. D'accord. Clara, je t'en prie. Alors du coup, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que certains scientifiques ont peur de perdre de l'information quand ils vulgarisent. Donc, selon vous, comment est-ce qu'on fait pour pas perdre de l'information quand on veut vulgariser un sujet qui est peut-être inaccessible à certains publics? Alors en fait, on va pas perdre de l'info. Alors c'est un truc qui est assez marrant, c'est on va pas perdre de l'info, on va plutôt perdre en précision. Mais en fait, parfois, être moins précis, ça permet aux gens de garder l'info. Je m'explique. Entre ce que vous voulez dire, ce que vous dites, ce que les gens entendent, ce que les gens comprennent et ce que les gens redisent derrière, il y a une déperdition énorme. Il y a franchement, entre ce que vous voulez dire et ce qu'il y a à la fin, c'est peut-être 10%. Et du coup, plus vous êtes simple, plus ce qui arrive à la fin va être simple à comprendre. Et ça, avec mes étudiants, ce que je fais généralement, c'est que je fais un petit jeu, c'est le téléphone arabe. Je l'ai fait petit à petit rentrer dans une salle. Le premier ou la première, je lui donne une phrase super compliquée, pleine de jargon scientifique. Je la fais répéter à la 2e personne, à la 3e personne, etc. Et généralement, à la fin, on n'a plus que les mots simples. Et ça, on le voit. Donc, en fait, l'important, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter à ce public. Quel est leur niveau de science, quelles sont leurs références, essayer de tout comprendre sur ce public et vraiment construire une information qui est relativement simple parce que un truc compliqué, c'est là où ça risque d'être pris à l'envers ou mal compris, etc. Et du coup, il y en a beaucoup qui comprennent pas que plus on est compliqué, plus il y a de détails, plus il y a de jargon, plus en fait, l'information va être perdue. Donc, le meilleur moyen de conserver l'information, c'est parfois en perdant en précision et en jargon. Et la vulgarisation, vous l'adaptez en fonction du public que vous avez en face? C'est la règle numéro 1 en vulgarisation ou même en com en général. La question qu'on se pose en premier, c'est se dire qui j'ai en face de moi, pourquoi ils sont là et qu'est-ce que j'ai envie qu'ils retiennent quand ils rentrent chez eux. Et après, on construit tout le message autour de ça. D'accord. Je crois qu'il y a encore une question de chat. Est-il nécessaire d'avoir un bagage scientifique pour faire de la communication? Alors, pour faire de la communication scientifique, je suppose. Pas forcément, mais c'est vrai que ça aide beaucoup parce que on comprend derrière la méthode scientifique, etc. Mais il y a de très très bons vulgarisateurs qui n'ont aucun bagage scientifique et donc c'est possible. Je suis contente de l'avoir. Après, effectivement, non, c'est pas obligatoire. Et il y a une question précédente, on n'avait pas lu. Alors, et dans le domaine de la vulgarisation, on apprend sur le tas ou alors est-ce qu'il peut y avoir des formations pour la vulgarisation scientifique? Alors, il y a des formations. Quand on apprend sur le tas, le problème c'est que on a beaucoup. Donc l'expérience, ça vaut. Parfois, on se dit l'expérience en fait c'est moins important qu'un diplôme.
Parfois, c'est équivalent. C'est juste que, par exemple, si on fait un M2, ça va prendre 2 ans. Par expérience, pour que ce soit vraiment un peu reconnu, ça peut prendre plus de temps. Mais en vrai, tu peux sortir d'un M2 et avoir moins de connaissances que quelqu'un qui le fait régulièrement. Donc, il y a les deux. Ça va dépendre de plein de choses. Est-ce que j'ai envie de refaire un master ou est-ce que j'ai envie de faire un master? Est-ce que c'est possible? Est-ce que machin? Mais en gros, je pense qu'il n'y a pas de chemin roi, dans le sens où ça dépend complètement si c'est quelqu'un qui est hyper motivé, qui fait ça, qui apprend, qui se met au contact de gens, parce que c'est ça le truc. Apprendre, c'est pas forcément juste dans son coin, ça va être d'aller voir des gens, d'aller se nourrir de discussions qu'on va avoir avec plein de monde qui va savoir faire et qui du coup on va pouvoir apprendre plein de choses d'eux. Donc si on peut faire ça, c'est chouette. Si on préfère avoir un diplôme, une voie un peu plus carrée, et aussi parfois ça aide dans l'insertion pro. Voilà, il y a ça. Typiquement, le journalisme, je crois qu'il faut de toute façon sortir d'une école ou avoir un master ou quelque chose comme ça. Il y a d'autres choses qui s'apprennent un peu sur le tas, mais par exemple, moi, Paint of Science, j'ai démarré en freelance, ça faisait déjà 5 ans que je faisais Paint of Science. Ah, oui, effectivement. Et ouais, parce que les gens ont l'impression, ils me disent, ah, mais t'es parti directement de la recherche à freelance. En fait, en un mois, pouf, non, ça faisait 5 ans que j'avais 2 boulots derrière. Donc, c'est de l'expérience, mais en fait, je l'ai accumulé pendant 5 ans et j'aurais jamais quitté la recherche pour faire freelance comme scientifique au bout d'1 an ou 2. Déjà, gros syndrome de l'imposteur au bout de 5 ans. Donc, imaginez si j'avais fait ça au bout d'1 an ou 2. Ouais. C'est vrai que ça, c'est surtout dans le domaine de la communication. Et ça va mieux maintenant sur ce domaine-là? Ça va mieux, merci. Je me soigne. Non, mais c'est surtout, en fait, je pense que j'étais habituée quand j'étais chercheuse d'avoir un diplôme derrière, d'avoir un doctorat. Donc, je me disais, je fais de la neuro, mais j'ai un doctorat en neurosciences, donc c'est normal. Et après, je suis arrivée en communication. Je me suis retrouvée face à des gens à les former en communication. Et là, je me disais, mais qui je suis pour leur expliquer? Et c'était des fois je me disais c'est pas bien, et après je me dis mais en même temps je sais faire, voilà, je leur donnais des conseils, je voyais que ça marchait, je voyais que c'était bien et tout, et donc ça m'a aidé, etc. Mais il y a toujours un peu quand on teste un nouveau truc, on se dit est-ce que ça a vraiment marché, est-ce que c'est vraiment pour moi, est-ce que machin. Voilà. Après il faut que ça reste sain et que ça motive à faire bien, il faut pas que ça paralyse. Mais voilà, c'est pour ça que ceux et celles que ça pourrait paralyser, à la limite, faire un diplôme, au moins on sort avec un master ou un DU ou quoi, et on se dit bon bah voilà, j'ai ça quoi, je peux le faire. Oui, c'est ça rend peut-être plus confiant d'avoir une formation. Ouais. Mais c'est pas impossible du tout de le faire. Non, ça prend peut-être un peu plus de temps et de motivation, etc. Et moi j'ai eu la chance de monter un gros festival en fait. Donc à l'époque c'était rien quand on l'a lancé. Mais c'est vrai qu'au final, j'ai eu la chance d'avoir cette expérience-là qui m'a donné quand même beaucoup de visibilité et beaucoup d'expérience parce que je l'ai lancé de zéro, le truc. Donc il a fallu apprendre plein de choses. Ouais, ça, très Mais voilà, ouais. Mais voilà, tout le monde n'a pas forcément cette chance-là de montrer soit un gros truc, soit d'avoir de l'expérience tout de suite sur un truc qui peut compter. Donc voilà, je dirais les deux. Et je crois qu'on a un problème d'ordi. Il faut que. Oui. Après, Coralie peut enchaîner sur la question. Oui, on a alors plein de questions. on parlait donc de communication scientifique, de vulgarisation scientifique, mais concrètement, quelle est la différence entre la communication scientifique et la vulgarisation scientifique? Alors, c'est un peu comme je disais tout à l'heure. Après, j'ai l'impression que chaque personne va un peu avoir des limites différentes. Mais pour moi, la vulgarisation scientifique, ça va vraiment être prendre de la science et l'expliquer. Et la communication, c'est un peu plus global, c'est-à-dire ça peut être former des gens à communiquer, etc. Pas forcément. Par exemple, moi, je me considère plus, comme c'est écrit sur mon pins, communicatrice scientifique que vulgarisatrice, parce qu'en fait, je forme beaucoup de chercheurs à parler de leurs recherches, etc. Par contre, je vulgarise très peu. D'accord. Mais tu vois, j'ai un podcast qui s'appelle Sous la blouse, où je parle des gens, des personnalités, etc. Je dirais pas que c'est de la vulgarisation scientifique. Mais plus de la communication. Mais c'est de la communication, dans le sens où on raconte pas de science, on en raconte peut-être 2-3 minutes au tout début. Oui. Mais l'idée, c'est de parler des personnalités, des gens eux-mêmes. D'accord. Donc ça, dans quoi on le range? En fait, c'est pas de la vulgarisation, mais ça serait plutôt de la communication. En fait. D'accord. Mais Voilà. c'est vrai que la frontière est très fine entre la communication et la vulgarisation scientifique. Oui. Mais en fait, la communication, ça englobe. Mais du coup, en ce moment, est-ce que vous vous concentrez 100% sur la communication ou est-ce que vous faites encore quelque chose à côté, comme des recherches ou autre? Je fais plus du tout de recherche depuis 5 ans.
Je fais que de la communication, plein de trucs différents, mais je fais que de la communication. La recherche, c'est vraiment un boulot à temps plein. Et là, déjà, la communication, c'est parfois un boulot à plus que temps plein pour moi. Donc, il y a un moment, je suis partie complètement de la recherche il y a 5 ans. Ça pile 5 ans d'ailleurs, 2017, septembre 2017. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de formation. Oui. Comment est-ce qu'on peut accéder à ces formations, les formations pour vulgariser en fait? Que je fais moi ou en général? Ah bah les deux. Les formations, moi j'en fais beaucoup à des doctorants, donc souvent en fait ça va être des écoles doctorales ou des facs qui vont mettre en place des formations. Pour leurs doctorants, ça peut être par exemple des formations à la compétition de ma thèse en 180 secondes, si ça vous parle. Donc ça va être ça, ou ça va être sur d'autres choses, etc. Donc en gros, moi c'est là-dessus que je travaille. Après il y a de plus en plus de formations qui se mettent en route. Il y a des agences qui vont être des agences purement de communication, qui vont du coup aller donner des formations à certains endroits pour certains clients. Donc ça peut être des facs, ça peut être des instituts, des boîtes privées. Donc voilà, il y a ces deux types-là. D'accord, ok. C'était une question de chat, je précise. Ah, c'est une question du chat, c'est très bien. C'est la dernière question du chat avant qu'on n'ait plus d'ordinateur, mais je crois qu'on va faire un échange d'ordi. Si c'est possible. Allez. Du coup, selon vous, c'est quoi les 3 qualités principales dans le domaine de la communication scientifique, de la vulgarisation scientifique à avoir en fait? Encore une fois, ça dépend un peu du métier, parce que par exemple, si c'est sur ce qui est un peu événementiel, je dirais adaptabilité. Voilà, gestion du stress, etc. Je pense qu'il faut les 3, c'est dur. Ça dépend vraiment des boulots, parce que je pense qu'il faut un peu connaître le milieu de la recherche. Faut s'adapter parce que, par exemple, si on travaille en général en vulgarisation, parfois on va pas forcément vulgariser un type de science, on va vulgariser peut-être beaucoup de types de sciences. Donc, curiosité. Curiosité, c'est énorme parce que du coup, on passe notre journée à lire, on va lire plein de trucs. Il faut vraiment pas hésiter. Parfois, c'est des qualités à l'oral, parfois ça va être à l'écrit, ça va dépendre du boulot. Et puis oui, s'adapter parce que il se passe plein de choses et on rencontre plein de choses. Donc vraiment, encore une fois, ça va dépendre du travail, parce que si on fait un événement, on va pas être du tout soumis au même type de journée que si on écrit un blog, par exemple. Si il y a des journalistes ou des gens qui écrivent régulièrement sur des blogs ou dans des journaux. Ça va pas être du tout le même travail que j'organise un événement, je passe une année entière à organiser un événement qui a lieu 3 jours, où j'organise des événements régulièrement, des lives et des choses comme ça. Donc voilà, mais je pense que la curiosité, c'est vraiment le numéro 1 de ce qu'il faut, parce qu'en fait, si on n'est pas curieux, on va pas chercher, on va pas essayer de comprendre, et si on perd la curiosité, ça sert à rien de faire ce métier, je pense. Du coup, c'est un subtil mélange entre curiosité et adaptabilité pour pouvoir jouer entre les supports. Ouais, je pense. Après, voilà, il y a des métiers où c'est beaucoup plus routinier, on va dire, où c'est beaucoup plus simple. Il y a d'autres métiers où ça va vraiment être super rock'n'roll. Par exemple, freelance, c'est très rock'n'roll parce que si on choisit en plus des projets qui n'ont rien à voir, on va être une journée en train de former, le lendemain, on va être en train d'enregistrer un podcast, 3 jours après, on va gérer un événement. Et tout ça en une semaine, on aura fait 3 métiers différents en fait. Donc vraiment, ça dépend. Il y a d'autres métiers qui vont être beaucoup plus routiniers, où là les tâches seront relativement les mêmes, peut-être pas tous les jours, mais par exemple on organise un événement par an, un événement par mois. Donc voilà, ça sera toujours la même chose et tout. Donc parfois il n'y a pas tant besoin d'adaptabilité, mais j'ai l'impression que la curiosité c'est quand même hyper nécessaire. Super, ouais. Et quels sont les conseils que vous pourriez donner à nous, étudiants, qui aimerions faire de la vulgarisation scientifique? Je pense que, comme je disais tout à l'heure, vraiment, allez voir ce qui se fait. Vraiment, je pense qu'on apprend en regardant ce qui se fait, à la fois en France, mais dans le monde aussi, parce que parfois, il y a des trucs très cool, des initiatives très, très sympas qui se passent dans d'autres pays. Allez voir, lisez, rencontrez du monde, discutez avec des gens, un peu comme vous faites ce soir. C'est vraiment génial parce que vous forgez un peu une idée des différents métiers possibles, des différentes opportunités. Et voilà, je pense que c'est vraiment très important d'aller croiser plein de gens, d'aller voir plein de choses.
de se renseigner sur tout ce qui se passe. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans la vraie vie. Dès qu'il y a un événement de culture scientifique, aller rencontrer du monde, aller voir ce qu'ils font et aller discuter avec eux en fait. Et ayez pas peur d'aller poser des questions, parce que si vous allez à des événements et que vous dites il y a un tel mais j'ose pas aller lui parler, en fait vous perdez un peu votre temps, dans le sens où c'est bien, vous avez fait le truc, mais vous pourriez aller parler à un tel ou un tel. Donc voilà, aller parler à des gens, poser leur des questions. Si jamais c'est pas le moment, prenez leurs emails, leur numéro de téléphone, et puis renseignez-vous aussi. Il y a en fait, sur ce métier, il y a énormément de choses qu'on laisse sur Internet. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ce métier, qui ont forcément des articles, des podcasts, des trucs où ils racontent un peu leur parcours, ils racontent leur vie, comment ça se passe et tout. Et si vous fouillez bien, franchement, il y a moyen de retrouver plein de trucs. Et donc, de vous renseigner déjà sans même aller les voir. Et donc, voilà, avoir une bonne idée de ce qui se passe un peu partout. Beaucoup de curiosité. Mais de la curiosité. En fait, si vous voulez faire ce métier, il faut déjà que vous ayez, vous, la curiosité. Pas forcément de faire la science, mais de faire la démarche, de regarder tout ce qui se fait, de regarder toutes les différentes initiatives qui se font et les différents types de personnalités qui travaillent et types de jobs, en fait, qu'il y a. C'est, voilà, faut avoir la curiosité pour y aller. D'accord. Et découvrir ce monde qui est super, super varié, quoi. Oui. Nous avons une autre question au chat qui nous dit: est-ce qu'il y a des sujets qui sont tabous ou compliqués à aborder dans la vulgarisation scientifique? Alors, compliqué à aborder, ça va être les trucs très, très, très théoriques, où là, on va avoir... En vulgarisation, généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est de se rattacher à la vie de tous les jours, de retrouver un peu un lien avec la vie. Donc, il y a des sujets très, très théoriques, où là, ça va être un petit peu compliqué, mais je le dis tout le temps et je le pense sincèrement, il n'y a pas de sujet qui soit pas vulgarisable pour moi. Il y a juste des sujets qui vont prendre un tout petit peu plus de temps que d'autres. Mais il y en a, c'est facile. Par exemple, moi, si je vous dis, je travaille sur l'épilepsie, déjà c'était une maladie, donc c'est mal, on a envie de la guérir, on a envie de mieux la diagnostiquer. C'est l'épilepsie, c'est une maladie qui est hyper commune. Généralement, le nom parle à tout le monde, c'est facile. Si on travaille sur un truc hyper obscur, un mécanisme, je sais pas quoi, dans certains types de cellules qui arrivent que quand machin, et qu'on l'étudie, qui est pas forcément lié à une maladie ou quoi, ça peut être plus compliqué d'expliquer les choses. Mais il y a toujours une façon de faire, et il y a aucun sujet qui n'est pas vulgarisable. Après, les sujets un peu tabous, souvent, ça va être la recherche qui se passe avec là où il y a du travail sur les animaux. Parce que, malheureusement, en recherche, il y a un moment... typiquement, moi, quand je faisais de la thérapie génique, il y a un moment où il faut tester, savoir si c'est sécurisé. Donc, bien sûr, on fait pas ça n'importe comment. L'idée, c'est pas de tuer des tonnes d'animaux ou quoi, mais c'est de se dire, si on veut passer chez l'humain, il faut vérifier d'abord que ce soit sécurisé à utiliser. Et ça, malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen pour l'instant que d'utiliser des animaux. Et ça, généralement, c'est un peu une communication qui est plus difficile à faire. Parce que forcément c'est un sujet un peu difficile, donc l'idée c'est essayer de bien faire ça et de bien expliquer aux gens on fait pas ça pour s'amuser, on fait ça parce que derrière en fait il y a une vraie raison, quoi. Et la suite? Je vais vous poser d'abord une question et je regarderai cette question. Vous parlez de freelance tout à l'heure, vous êtes freelance, mais qu'est-ce que c'est exactement et surtout qu'est-ce que c'est en fait ce que vous faites au quotidien, à part du coup être avec le chat? Voilà. Alors freelance en fait, ça veut dire que je suis un petit électron libre et que je n'appartiens à aucune structure. Donc je suis indépendante, c'est-à-dire que quand on m'emploie, donc j'ai pas de salaire, je travaille à la mission, c'est-à-dire que y a des clients qui vont me dire est-ce que tu veux faire ça? On te paye tant, je vais dire oui ou je vais dire non, on en a besoin pour tant, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut mettre ça en place, etc. Donc en fait, chaque mission, ça va m'apporter plus ou moins d'argent suivant le temps que je vais passer dessus, suivant l'importance que ça a, suivant etc. etc. Et du coup, en freelance, il y a énormément de projets possibles. Et alors moi, j'ai Pint of Science International où je suis payée par l'Angleterre déjà pour gérer l'international. Donc ça fait partie de mes missions freelance. Et à côté, ça va dépendre un peu des années. Par exemple, là, j'ai commencé le podcast il y a 1 an et demi. Maintenant, je fais des formations au podcast que je faisais pas avant. Là, par exemple, j'ai suivi un groupe. C'est la dernière formation hier soir. Un groupe de jeunes chercheurs québécois et qui veulent monter leur podcast. Et hier, on a publié la bande-annonce du podcast sur Spotify. C'est gros moment émotion. Donc voilà, ce genre de truc. Énormément de formations parce que j'adore. Du podcast, donc faire des podcasts et à la fois former les gens à les faire.
Ça peut être aussi de l'animation. L'année dernière, j'avais fait les émissions avec l'Esprit Sorcier, donc Fred de C'est pas sorcier, qui a sa chaîne YouTube. Donc c'était de l'animation live. Parfois, je fais de l'animation de congrès aussi, donc poser des questions, un peu comme vous faites là, sur une table ronde, etc. Et j'ai pas de journée ou de semaine type, et j'ai encore moins d'années type. Ce qui est sûr, c'est que à part septembre, octobre, novembre, décembre, on commence à organiser Pint of Science. Donc là, j'ai un peu plus de temps. Janvier, février, ça devient compliqué. Mars, avril, je suis quasiment que sur Pint of Science. Et après, juin, généralement, je suis en PLS. Voilà. Et juillet, août, généralement, il se passe rien. Donc, je pars en vacances parce que de toute façon, si je suis là, j'attends que les gens me répondent et personne ne répond à mes emails. Mais du coup, journée type, déjà, je me réveille, je regarde Twitter. Ça, c'est toujours, tous les jours, quelle que soit la journée. Sauf en vacances. Mais en gros... Pourquoi ? Parce qu'il se passe plein de trucs et que moi c'est un média sur lequel déjà j'aime beaucoup. Je fais beaucoup de communication, j'ai mon petit réseau et parce que c'est mon réseau social de prédilection. Donc en fait, je me réveille, je vais voir les news, je vais voir s'il y a des trucs de science sympas à relayer, à lire, à machin. Parfois, je suis contactée dessus beaucoup aussi par des clients parfois, pas parfois, beaucoup. Voilà, ça va être vraiment un truc qui va rester stable dans ma vie. C'est je me réveille, je regarde Twitter avant de me coucher aussi. C'est en gros les deux moments qui sont toujours à peu près les mêmes. Et après, si je fais une formation, je vais aller me rendre à la formation, je vais faire ma formation. Si jamais je fais un podcast, soit je vais aller l'enregistrer sur place, soit je le fais de chez moi en ligne. Si j'organise des choses, parfois je dois avoir 1 ou 2 journées par semaine en ce moment où je suis à l'ordinateur. Donc je suis tranquille chez moi, j'organise ma journée comme je veux et je fais tout ce que je dois faire, j'envoie tous les emails. Quand on est freelance aussi, on doit faire sa compta. Il faut gérer ce genre de trucs, faire sa compta, faire ses déclarations, faire ses factures. Donc en fait, on est payé que quand on envoie une facture, mais et ça c'est pas vraiment du travail et ça peut prendre beaucoup de temps et il faut quand même le faire parce que si on veut manger et payer son loyer, c'est bien d'envoyer des factures. Mais c'est vrai qu'il y a des fois j'ai des factures qui s'empilent et je me dis là en fait les 4 ou 5 derniers trucs j'ai pas envoyé de facture, il faut absolument que je le fasse. Donc il y a pas vraiment de journée type. En gros les semaines c'est ça va être aller voir des gens, faire des événements, des journées où je vais être plutôt tranquille avec mon chat plume sur mon ordinateur, tranquillou à travailler. Tranquillou entre guillemets parce qu'il faut rattraper tous les trucs que j'ai pas eu le temps de faire et puis des fois c'est n'importe quoi. Par exemple j'ai mon ordi, je vais m'arrêter dans la rue, je vais me mettre en partage de connexion et je vais absolument envoyer un truc qu'il fallait que j'envoie de mon ordinateur là assise sur un banc au milieu de nulle part. Ah oui d'accord. Voilà, ça c'est plutôt quand il y a le festival. Donc voilà, il y a des moments où c'est urgence quoi. Donc on arrête tout et voilà. Ça c'est souvent le mois avant le festival où c'est un rush, oui forcément. Ouais, voilà. Donc il y a des fois il faut s'arrêter, il faut le faire. Okay. Voilà, et c'est de l'ordi, donc je suis partout avec ma petite maison, mon sac, mon ordi, et puis voilà. Donc il n'y a pas de journée qui se ressemble. Donc pour les gens qui aiment la routine, c'est pas forcément une bonne chose. Par contre, moi j'aime beaucoup la diversité. J'ai l'impression que c'est un peu comme quand j'étais en recherche parce que j'avais jamais 2 jours qui se ressemblaient. Donc au final, ça me change pas. D'accord. Et en parlant de festival, comment s'est déroulée votre journée à la faculté des sciences ? Ah, c'était super. On a vu plein de choses. Alors j'étais pas ici, j'étais au lycée, hein. C'est ça ? Oui. Oui. Il s'est passé plein de choses. Il y avait énormément d'ateliers. C'était vraiment très très chouette. C'était très divers. Il y avait plein de choses. J'ai trouvé que les lycéens étaient super bons. Enfin, il y a eu un quiz du Science Comedy Show en début de journée. Et j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très très bons. Ils arrivaient franchement, ils m'ont surpris avec les réponses qu'ils donnaient. Et puis non, c'était chouette de voir l'entrain, de voir la diversité, et puis de voir plein d'événements de fêtes de la science. Donc là, c'était dans un lycée, il y avait plein d'événements différents, il y avait plein de formats différents. Il y avait un escape game, il y avait des conférences, il y avait un petit camion, des petits débrouillards avec des petites choses à faire un peu plus manuelles. Il y avait des expériences où, il y a vraiment plein de trucs. Et c'était chouette de voir ça et de voir tous les lycéens vraiment à fond sur le truc, ça fait plaisir. Et donc c'est quelle partie que vous avez préférée ? C'est dur de choisir. C'est dur de choisir parce que tout était tellement différent et bien.
J'ai bien aimé j'ai bien aimé ils fabriquaient du bioplastique, c'était chouette parce que c'était tout sale, il y avait des couleurs dans tous les sens. Moi j'aime bien quand c'est un peu n'importe quoi. Le quiz c'était vraiment bien aussi de voir leurs réponses et de voir de voir qu'ils étaient bons quoi. Donc ça fait plaisir. Je me dis c'est les futurs scientifiques de demain quoi. Donc ça faisait plaisir. Mais tout était chouette, c'était vraiment une super journée. Je vous interromps avec la question de chat que j'ai enfin. Alors, vous dégagez beaucoup de positivité et d'énergie. Lorsque certains jours sont plus difficiles que d'autres, comment arrivez-vous à retrouver la motivation qui vous représente ? Alors quand il y a un mauvais jour, généralement, je me dis que c'est juste une journée, que dormir ça fait du bien et qu'on repart le lendemain. J'essaye aussi, c'est tout bête, mais j'essaye aussi parfois de me tourner sur Twitter, de raconter, de voir, il y a des trucs toujours drôles, etc. Donc j'essaie de me changer les idées. Comme j'ai plein de projets différents, parfois je peux avoir des clients qui sont embêtants. J'ai même des clients qui sont parfois pas forcément agréables avec moi, qui peuvent être franchement parfois un peu, parfois vraiment très désagréables. Et voilà, en fait, je me concentre sur le positif. Donc, ce qui est cool, c'est qu'il se passe tellement de choses que j'ai l'impression qu'en fait, je suis pas bien. Je me dis ça va pas trop et tout, et puis bim, je vais avoir un mail sympa, je vais voir un truc sur Twitter qui va me faire rire. Des fois même je dis sur Twitter j'ai pas la pêche aujourd'hui, envoyez-moi des gifs de chatons. Et franchement les gens le font et c'est hyper cool, et je vois plein de chatons qui font n'importe quoi. Et donc du coup ça revient, et il faut juste se dire que c'est juste une mauvaise journée, c'est pas une mauvaise année ou quoi. Et voilà, et souvent on se dit je me dis la journée est pas ouf, je me sens pas très très bien ce soir, mais demain ça va, et voilà, je me planifie un truc cool pour le lendemain, et voilà. Et parfois, souvent, et je vais en reparler, mais je me prends un gratouillis, un ronron de mon chat, et tout va mieux quoi. mais voilà, je pense qu'en fait en bossant en événementiel, j'ai tellement eu parce que quand même la pandémie sur un festival mondial dans les bars, on était mal, on était vraiment pas au top. Et de voir que ça repart et tout, en fait, je pense qu'à un moment on s'habitue, c'est l'adaptabilité, c'est de se dire c'est une mauvaise journée, c'est pas grave. Ça ira mieux demain en fait. Donc repartir, et puis voilà, voilà le chat, j'espère que ça t'y fait. C'est peut-être positif aussi d'être freelance, parce que ça permet aussi d'adapter ses journées suivantes en fonction. Exactement, ça permet d'adapter. Et puis comme j'ai plein de projets, c'est vrai que si jamais j'étais dans une équipe où par exemple mon boss, si j'avais des problèmes avec mon boss ou avec une certaine collègue, c'est les mêmes tous les jours en fait. Donc du coup ça va pas une journée, le lendemain c'est les mêmes personnes. Et on traîne ça comme ça. Alors que freelance, j'ai un problème avec un client, très bien. En fait, je vais juste ignorer ses emails pendant 2-3 jours, et je vais me concentrer sur d'autres gens qui sont plus cool et qui m'apportent aussi eux de la positivité. Alors, je pense que j'ai aussi beaucoup d'empathie, ce qui est bien et pas bien. C'est-à-dire que parfois, j'absorbe les émotions des gens. Donc, quand ça va pas, c'est pas terrible. Par contre, parfois, quand j'ai des gens positifs à côté de moi et que je suis pas au top, en fait, ça me fait du bien et ça me remonte. Donc, c'est bien. Il y a ça. Ça aide. Et c'est vrai que d'être freelance, c'est de pouvoir sauter d'un truc à un autre. Du coup, s'il y a un truc où ça se passe moyen, on est là, mais en même temps, regarde, ça pourrait être mon collègue ou ma collègue. C'est ça. Et du coup, on se dit, finalement, ça va. Voilà. Donc ça dure que X temps, et on se dit, au moins, si ça se passe pas bien. Et puis les gens ont leurs mauvais jours aussi. On voit beaucoup qu'il y a des périodes où c'est un peu compliqué. Il y a eu, je crois que c'était en mars l'année dernière, il y a eu un moment où les gens étaient tous super déprimés, super désagréables. Et des fois, même, je demande autour de moi, je fais, c'est juste moi ou c'est tout le monde s'en prend plein la figure? On fait, non, tout le monde, ok, c'est bon. Et voilà, on se dit, ok, c'est pas grave. Ouais. Voilà, petite partie de Candy Crush et ça repart. Nous avons encore une question de chat. Ouais, dis donc. Merci le chat. Comment vous vous êtes adapté durant la pandémie? Alors, déjà on a pleuré un coup parce que déjà avec Pint of Science, on s'était dit c'est pas grave. Alors on l'a vu venir tôt avec Pint parce que on avait Singapour comme pays participant, et on s'est dit en fait eux en décembre, ils nous ont dit que ça sera pas possible en mai parce que dû aux conditions sanitaires. Donc on a dû déjà réfléchir à une date pour repousser juste pour Singapour en décembre 2019. Donc déjà, on s'était dit, ok, on a une date plan B pour un pays. Et en fait, en rigolant, on s'était dit, imagine, on doit le faire avec d'autres pays. On a moins rigolé quand c'est arrivé pour de vrai. Mais du coup, quand c'est arrivé pour de vrai, on avait déjà une date plan B.
Donc là, on s'est dit, on va reporter. Le truc moins cool, c'est que on pensait, je pense comme tout le monde, que ça allait pas durer. Et donc, quand on l'a refait en septembre et qu'en fait, on a vu que on pourrait pas le refaire en vrai, ça allait être très compliqué. On a dû passer en ligne. Et là, il y a eu quelques mois très compliqués où on a dû tester tous les logiciels parce qu'il fallait à la fois que ce soit faisable par des gens habitués, mais aussi par des volontaires à qui on allait expliquer rapidement comment faire et tout, et pouvoir impliquer le plus de monde possible, et de se dire est-ce qu'on fait du en ligne ou pas. Il y a des pays qui ont décidé oui, non. J'en ai eu où c'était, il y a eu des soirées où j'avais des gens en pleurs au téléphone, des directeurs qui pensaient commencer, qui pouvaient pas, et du coup c'était aussi gérer les émotions des gens, c'était très compliqué. Et puis du coup il y a eu 2020, on l'a fait en ligne, c'était un peu rock'n'roll, on a réussi à se débrouiller, on a trouvé une façon de faire. 2021, on a très vu vite que en fait ça serait pas possible, donc on a décidé de passer en ligne. Et en final, c'était chouette parce que la première année, par exemple en France, c'est moi qui ai tout animé parce que c'était tellement fait à l'arrache qu'on s'est dit on n'a pas le temps de former des gens à la fois à la technique du truc, à la fois à l'animation et tout. Donc j'ai animé, on a trouvé des chercheurs, donc c'est les équipes qui m'ont envoyé des chercheurs et des chercheuses d'un peu partout. En 2021, c'était les équipes qui ont fait leur propre live. Donc là, pour moi, c'était presque plus stressant parce que il y a eu 18 équipes qui ont fait 18 lives. Donc chaque jour, il y avait 6 lives, 2 par heure pendant 3 heures. Et du coup, ils sont adaptés. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y en a plein qui m'ont dit, c'est super chouette, on a appris à faire ça. Donc ça leur a appris un nouveau truc. C'était bien, ils sont contents. Il y en a qui l'ont valorisé après dans leur boulot, qui ont utilisé ça pour faire des lives ailleurs, comme peut-être vous ferez après avoir appris à faire ces lives. Et donc ça, c'était chouette. Et moi, en tant que freelance, c'est pareil. J'ai basculé. Du coup, j'ai eu des clients qui m'ont dit « Ah, mais tiens, t'as fait live Pint of Science, c'était pas mal. Est-ce que tu peux venir le faire pour nous ?» Donc c'est là où je me suis dit « Bon, finalement, j'ai pas souffert pour rien. J'ai aussi ça, je l'ai réappris à d'autres gens. Il y a d'autres festivals à qui on a discuté, qui eux aussi ont dû passer en ligne, où je leur ai expliqué comment faire et tout. Et donc du coup, c'est plus devenu vraiment une leçon plus qu'une souffrance. Mais les premiers mois, c'était vraiment dur parce qu'en plus, même si on l'a fait en live et que c'était bien, l'ADN de Pint of Science, c'est la rencontre. C'est le fait de se dire, j'ai rencontré un scientifique ou une scientifique, je l'ai vu sous un autre jour et tout. Et en live, en fait, ça perd ça. Donc même si les gens nous disaient, vous allez atteindre plus de monde, ce sera possible d'avoir plus de gens, au final, on a perdu ce qui faisait vraiment notre spécificité. Donc là, en 2022, on était super heureux de retourner dans des bars. Et voilà, mais on a appris vraiment plein de choses. Et puis surtout, on a appris à moins se stresser pour le festival. Parce qu'on a vu qu'on a survécu, que ça s'est bien passé, que là, les gens sont toujours là. Donc on met la barre beaucoup plus bas qu'avant. C'est ce que je disais, on n'a pas vraiment d'évolution. Avant, on se stressait un peu. Et là, l'idée, c'est que les gens profitent, que les volontaires profitent, que les scientifiques qui présentent profitent. Et voilà. Ça a lieu. C'est un truc fait par massivement des volontaires. Donc voilà, ça nous a appris un peu à lâcher prise. À lâcher prise, ouais. Mais du coup, après tous ces événements, toutes ces interventions, est-ce qu'il vous arrive encore d'apprendre ? Ah mais oui, mais tous les jours. Tous les jours, déjà, j'aime bien, comme je disais, je vais sur Twitter, je lis plein de trucs, donc je lis sur plein de sciences, donc j'apprends tous les jours. Et puis, c'est un métier où, typiquement, le podcast, j'ai appris à faire un podcast de A à Z. Donc en fait, un jour, je me suis dit, tiens, je vais faire un podcast, comment il faut faire et tout. Et j'ai appris comment le faire et maintenant, je fais des formations. Et en fait, je pense que c'est typiquement, quand on est curieux et qu'on aime bien ça, on développe plein de formats différents et on apprend. Et même en se regroupant entre communicateurs, on discute de nos challenges, on apprend vachement les uns des autres. On apprend techniquement comment faire. Mais on apprend aussi un peu parfois philosophiquement comment grandir dans un pays, comment faire, à quoi ça sert, pourquoi dans un pays ils vont faire ça et pourquoi ailleurs ils vont le faire différemment, etc. Donc on apprend sur tous les niveaux vraiment. On apprend des fun facts de pourquoi le wombat fait des caca carrés à comment faire un live sur YouTube et à quoi la communication scientifique sert dans certains pays, pourquoi c'est important, etc. Donc il y a vraiment et ça c'est tout le temps quoi. C'est tout le temps. Et est-ce que, avec tous ces sujets si différents, il ne vous est jamais arrivé d'avoir une certaine lassitude sur certains points ? Non, parce que justement, c'est tellement différent que, typiquement, c'est pour ça que je suis partie de la recherche, en partie, parce que j'avais l'impression que quand, par exemple, je prenais mes vacances pour faire Pint of Science, je faisais plein d'événements sur plein de trucs et tout. J'étais très, très, très mauvaise en physique à la fac. Je suis
détestais ça. Et en fait, j'allais à des événements Pint of Science où je trouvais qu'il la rendait cool, qu'il la rendait bien, et j'avais tout compris. Et je rentrais, et j'étais au labo, et en fait, justement, la lassitude, c'était de faire la même chose sur le même sujet, et parfois de faire ça sur la recherche. En fait, c'est vraiment, c'est ce que je dis souvent, c'est creuser un trou très très profond, mais pas très large, parce qu'en fait, on va agrandir des connaissances sur un truc très 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 spécifique, mais pas forcément sur des choses très larges. Et du coup, cette lassitude, comme scientifique, elle arrive très peu parce que je lis des trucs, mais surtout j'aurais jamais cru pouvoir m'intéresser à l'astrophysique. Et en fait, je comprends. Il y a même des trucs où je suis capable de répondre à des quiz et je me dis, waouh, j'ai appris des trucs. Donc au contraire, je pense que la lassitude, ça vient plus quand on a un boulot très routinier, qu'on travaille sur la même chose. Et même en recherche, en fait, il n'y avait pas tant de lassitude. C'était le sujet. Ça me changeait de travailler de plein de sujets différents à un sujet. Mais en recherche, je faisais déjà plein de projets sur plein de choses. Donc un jour, je faisais un type de truc. Le lendemain, j'allais enseigner. Le surlendemain, je faisais de l'analyse. Donc en fait, voilà, il n'y a jamais eu trop ça. C'est plus, je pense, les boulots un peu plus cadrés où là, il y a un peu plus de routine. Mais voilà. Donc j'ai pas de lassitude. Au contraire. Plus ça va et plus j'ai envie de continuer. Le métier de rêve. Mais c'est ça, en fait, souvent, ce que je me dis, c'est que sans le vouloir, je me suis placée à vraiment être le métier où je me sens bien. Et c'est vraiment le truc que je voulais faire. Je voulais être prof d'équitation quand j'étais plus jeune parce que je montais à cheval. Rien à voir. Mais je voulais être prof. J'ai toujours voulu être prof, en fait. Avant, c'était l'équitation parce que je montais à cheval, que j'adorais ça et que j'adorais les chevaux. Je voulais des chevaux, je voulais avoir un rat, passer mes journées dans la boue. C'est ce que j'adorais. Et en fait, je me suis cassé les genoux au point que, vraiment au point que je peux plus trop faire d'équitation. Et du coup, là, je me suis dit, bon, bah, c'est cramé. Je vais être prof de bio. Et en fait, je suis arrivée à la fac et j'ai dit je veux être prof de bio. Ils m'ont dit bah très bien, mais pour être prof au lycée, il faut passer une agrégation. En vrai, fais une thèse, c'est plus simple. Si vous me regardez aujourd'hui et que vous m'avez donné ce conseil, c'est faux. Et si jamais on vous dit ça, c'est faux. Et d'ailleurs, je cite, il y aura pas de concours. Alors il y a un concours à l'entrée de thèse, il y a un concours après. En gros, c'est pas du tout plus simple. Hein. Mais je suis partie vers la recherche et j'ai découvert ça et j'ai adoré. Et en fait, là, d'être en com scientifique et surtout de former des scientifiques à ça, en fait, j'ai l'impression que c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que je suis prof, mais prof de communication, un truc que j'ai toujours adoré, aux scientifiques. Donc en fait, c'est parfait, quoi. Alors, question de chat. Le chat. J'aurais fait remarquer que dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit que les chiens, c'était mieux que les chats. Une opposition? C'est pas grave. On lui en veut pas. Non, mais chacun son délire. Après, mon chat, c'est un peu un chien. Bref. On va pas partir sur ce sujet parce que sinon, on va faire tout le live dessus. Du coup, il y a une deuxième question. Dans votre parcours, quelle a été votre plus grosse difficulté, événement, obstacle, et comment l'avez-vous pris et comment avez-vous agi contre? Alors, dans mon parcours de sciences, je pense que le plus gros obstacle, c'était d'être une femme. Et là, je vais casser le mood. Parce que j'étais dans un labo très sexiste, où, en gros, les femmes prenaient les notes, formaient tous les doctorants, tous les gens, toutes les procédures. Mais par contre, quand il s'agissait d'écrire un article, là, d'un coup, tout le monde se ramenait. Et si un homme disait, donc mon étudiant en thèse a décidé qu'il était... En fait, en bio, l'idée, c'est que quand on signe un papier, il y a une liste d'auteurs. Et quand on est tout devant, ça veut dire que c'est là où on a fait le plus de travail. Quand on est tout derrière, c'est que là, on a managé le truc. Donc, cet article, c'était mon article de recherche. Ça faisait 5 ans que je travaillais dessus. Mon étudiant avait travaillé avec moi. Normalement, ça aurait dû être mon nom et son nom. Et là, en fait, il a demandé au chef. Et le chef a considéré que comme il a vu le courage de demander, il méritait quand même d'avoir son nom devant moi. Et c'est moche parce que en vrai, même si derrière il y a une petite étoile qui dit qu'on a fait le même travail, le papier a son nom et c'était vraiment pas chouette. Et il y avait plein de choses comme ça en fait dans le labo où vraiment j'avais l'impression de pas être poussée parce qu'on était c'était très compétitif, on était 10 chercheurs à travailler sur des projets qui se ressemblaient beaucoup. Et tous ceux qui avaient le droit de faire des trucs avec de la visibilité de recherche, qui pouvaient du coup mettre sur leur, deux fois du coup, qui pouvaient mettre sur leur CV, etc. C'était toujours les mecs du labo, même si c'était arrivé après, même s'ils faisaient moins de choses, etc. Je dis pas qu'ils méritaient pas, je dis juste que moi j'étais jamais mise en avant. Et qu'au moment d'avoir cet article, en fait, c'était vraiment en gros un
un peu la fin de ma carrière de sciences parce que l'article était pas foufou. Si jamais j'avais voulu continuer, ça aurait été un peu plus compliqué. Donc c'était vraiment le premier obstacle. Et le deuxième obstacle, je dirais, c'est lancer Pint of Science France. Waouh. Ça a l'air comme ça, maintenant c'est shiny, c'est beau, c'est un super grand festival et tout. Mais quand je l'ai lancé, je me suis pris des réflexions, mais pendant des mois et des mois. Parce que on avait fait la bêtise, comme je vous ai dit, de le lancer en Angleterre en se disant déjà il faut qu'on fasse le truc. On n'avait pas du tout pensé à l'après. Du coup, j'avais pas grand-chose à montrer. Donc quand je l'ai lancé en France, on m'a dit bah ouais ok, c'est un festival, c'est un truc qui a eu lieu en Angleterre. Le premier truc qu'on me disait c'est on n'a pas de pub. Ouais, on a des cafés, on a des bars, enfin on se regroupe, hein, il se passe des choses en France quand même. Et du coup ça c'était un peu compliqué. Plein de gens qui voyaient le logo, donc le logo de Pint of Science, c'est un cerveau dans une pinte. Alors après ça peut être vu comme une pinte de bière, ça peut être un verre de jus d'orange si on veut. Mais les gens me disaient ah, voilà c'est lié à l'alcool, donc c'était très compliqué. Et surtout au tout début, donc il y a 10 ans. La communication scientifique, c'était un truc qu'on faisait un peu à côté parce que quand on était chercheur ou chercheuse, c'était pas trop bien vu. En tout cas, la majorité. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui voulaient pas forcément participer ou qui participaient mais à côté, qui voulaient pas en parler. Il y avait des instituts qui voulaient pas forcément être partenaires de Pint of Science. Et donc, ça a été un gros combat de lancer Pint of Science la première année. C'était beaucoup de gens du réseau que je connaissais. Et c'est vrai que moi, je m'en voulais de demander à tous ces gens qui m'aidaient de monter le truc parce que des fois, je me disais, si ça marche pas, il y a plein de gens qui ont passé du temps et tout. Et voilà. Et première année, donc très dure. Et puis en fait, on a eu une super réception. Et puis plus ça a grandi et plus ça a bien marché à tel point que maintenant, c'est plus du tout le problème. Et même dans les nouveaux pays, quand ils lancent Pint of Science, en fait, les gens sont là, ah, ça y est, ça arrive et tout. Et je leur raconte, je dis, de mon temps, quand on a lancé Pint of Science, c'était très compliqué. Vous avez de la chance, vous les jeunes. Donc, donc voilà, les deux obstacles dans mes deux types de carrières différentes. J'espère que ça répond bien au chat. Je pense que ça répond très bien à la question. Alors, on a des questions qui sont rassemblées. Ah mais oui, les questions spéciales. Les questions fameuses spéciales. Questions chapeau qui sont dans finalement un bécher, rapport aux sciences. Bah oui. Alors, je vous laisse piocher. Ok. Quel est le projet le plus insolite que vous avez réalisé ? Alors si je dis aucun, je vais passer pour une chiante en fait, hein, très clairement. Alors le plus insolite. Alors attendez, il faut que je réfléchisse 2 secondes. Je pense que c'est On the Moon Again, je dirais. Alors est-ce que c'est insolite ? Vous me direz. Dans le chat, vous avez le droit de me tacler si c'est pas assez insolite. Alors je suis neuroscientifique à la base, hein, mais j'ai des potes qui sont astrophysiciens et là on s'est dit plutôt que de faire venir les gens à la science, on va faire venir la science aux gens. Et en fait l'idée c'est qu'on a organisé un événement où on demande aux gens de poser des télescopes dans la rue et d'attraper les gens qui passent et de leur montrer la Lune, donc et de leur raconter un peu ce que c'est, ce qu'ils voient, etc. Et pour être honnête, la première fois qu'on l'a fait, c'était pas lors de ce cadre-là, c'était vraiment un petit événement avant, en séparé à Paris sur les quais de Seine. Donc en gros, les gens passent, sont peinards, c'est l'été, ils sont pas du tout là pour rencontrer des scientifiques, voir la Lune ou quoi. Et on leur disait, bah venez, regardez, il y a un télescope. Et il y en a plein qui n'avaient jamais regardé à travers un télescope. Moi, c'était mon cas, hein, microscope forever depuis toute petite, mais télescope, j'avais jamais fait. Et c'était hyper émouvant en fait. Et c'était vraiment super chouette. Et en fait, je vais arriver à l'insolite. Finalement, j'ai un truc insolite. Je suis plutôt fière de moi. L'année dernière, donc 2021, on s'est dit c'est compliqué. Donc 2020, on avait annulé ce truc-là. On l'avait fait en 2019. Ça avait super bien marché. Il y avait plein de gens partout dans le monde qui avaient sorti les télescopes dans des endroits hyper improbables. Donc il y en avait, c'était vraiment sur le pas de la mairie dans je sais pas quel village. D'autres c'était dans des villes sur les quais, dans des endroits passants et tout. 2020, on a annulé parce qu'on pouvait pas demander aux gens de sortir des télescopes et de risquer d'amasser des gens autour d'eux alors que bon, il y avait aucun moyen de vérifier. Et 2021, c'était plus compliqué parce que on s'est dit, c'est l'été toujours, donc l'été 2021, on s'est dit, bah chez nous ça va mieux, mais il y a des pays où ça va pas mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est leur dire, si les conditions sanitaires le permettent, prenez les télescopes, sortez-les. Si ça les permet pas, on a fait un live YouTube de 24 heures. Ah
Ah oui, les fameux. Ouais, on est mort, mais ça nous a tués. Ah oui. Et l'idée des 24 heures, c'est que c'était basé sur le monde. Donc on a commencé en Australie, le live, et on l'a fini en Amérique, je crois que c'était peut-être Costa Rica ou peut-être côte ouest des États-Unis. Et du coup, on avait des intervenants dans quasiment chaque créneau horaire pendant 24 heures. Donc on a dû concevoir un projet avec des gens qui venaient de partout, et après on a dû gérer. Donc imaginez le live que vous gérez là. Pendant 24 heures. Bon, sachant que sur YouTube, c'est pas possible de faire 24 heures, on a fait 2 fois 12 heures. Et on s'est regroupé, on a passé de midi, donc on a lancé le live à midi, on l'a fini à midi le lendemain. Donc ça, c'était ça va insolite. Ah oui, là c'est plus bon. qu'insolite. Alors, il y a 2 questions dans le chat et il y en a une, je suis pas certaine de la comprendre. Ah. Les 3 personnes qui vous posent des questions ont également un projet professionnel futur dans la recherche scientifique. Donc là c'est plutôt Ah, c'est nous vous, de c'est répondre. Ouais. Oui. Qui êtes-vous? Alors, qui sommes-nous? Joanne. Je suis Johan. Ouais. Je suis étudiant en sciences à la licence SV de Nîmes, à UNIM précisément. Je suis en 2e année. Et comme projet, j'aimerais m'orienter dans la chimie précisément. Est-ce que tu veux faire de la recherche ou est-ce que tu sais pas encore? Je sais pas encore, Oui, mais c'est la moi qui recherche pose des m'attrait beaucoup quand même. D'accord. Ok. Alors, moi, je m'appelle Clara Lebertois, et je suis aussi étudiante dans la faculté de biologie, mais je suis en option environnement. Ok. Donc mon but à terme, c'est de me diriger soit dans la qualité, donc la qualité environnementale, CQSE, qualité, sécurité, environnement, Ok. ou alors être du coup conseiller environnemental. Ça rejoint pas exactement la communication scientifique, mais il y a vraiment Ouais, ce rôle un petit peu quand même de communication. C'est ça. En fait, Exactement. dans ce métier-là, je suppose que tu vulgarises un peu les connaissances pour les partager. Tout à fait, oui. Ok. C'est ça. Et puis la faire comprendre à des entreprises, etc. pour que. Puis ça va être aussi un peu comme faire respecter des normes, mais c'est d'adapter en fait pour optimiser les entreprises, mais ça peut être aussi les municipalités. Après, bien sûr, ça influence plusieurs paramètres comme le salaire, donc ça dépend de là où on veut aller. Ok. Mais je trouve ça très très intéressant. Bah ça s'entend comment t'en parles. Oui, je me suis renseignée parce qu'en fait, il faut très rapidement savoir pour les masters, les licences, etc. Ouais. Donc j'espère que ça répond à la question. Et toi? Alors moi c'est Coralie et moi je suis donc dans la faculté de biologie à UNIM. J'ai choisi donc le parcours biologie et je m'oriente plus vers le métier de vétérinaire. D'accord. Donc là cette année je prépare le concours Ok. et j'ai un plan B au cas où et ça serait dans la recherche dans la cancérologie précisément. D'accord. Voilà. Ok, c'est drôle. Pourquoi la cancéro comme plan B? En fait, bizarrement, ça m'a toujours passionné de comprendre. En fait, je suis un peu hypochondriaque et c'est D'accord. vrai que d'apprendre, ça me rassure énormément. Et dès que on a fait des petites études qui touchaient à la cancérologie, ça m'a vraiment rassurée sur ce sujet. Je me suis dit, mais si j'arrive pas à mon projet A, qui est de devenir vétérinaire, mais Tu travailles en recherche de cancéro. voilà, exactement. Okay. Super. Ouais, il y avait une autre question. Non, tu veux rajouter? Oui. Non, nous avons encore une question dans le chat C'est trop bien. qui nous dit: avez-vous, au cours de votre parcours très enrichissant, rencontré une personne qui vous aurait demandé de créer un médicament miracle pour la sauver ou sauver une personne proche d'elle? Non, jamais. Non, d'ailleurs, et je crois que je ne connais même pas de gens qui souffrent d'épilepsie. Si, il y avait un de mes collègues au labo qui souffrait d'épilepsie. Donc non, et puis en vrai, on peut pas comme ça du jour au lendemain créer un médicament sur une maladie qu'on connaît pas. Déjà là, l'épilepsie, c'est un type d'épilepsie vraiment. Les épilepsies, il y en a plein. Et moi, je travaillais sur un type très précis d'épilepsie et j'y ai passé 5 ans pour faire un truc qui marche à peu près chez l'animal et on sait même pas si ça va marcher chez l'humain. Donc en fait, ça aurait pas été possible. On voit souvent en fait ce qui manque dans la communication scientifique qui était en train de se faire énormément en ce moment, c'est de montrer la démarche scientifique parce que en fait avec les Nobel, avec parfois même les lectures ou tout ce qu'on voit sur la science, on dit il y a des découvertes qui sont faites. Sauf qu'en fait en vrai, en science, les découvertes, c'est vraiment des petits pas. Chaque jour, j'avance un peu vers un truc. Et il n'y a pas forcément un jour où on se réveille, on va découvrir un truc. C'est plus petit à petit, on crée un pulse et à la fin, le pulse est créé. Mais ça fait des mois que je suis sur le pulse. C'est pas un matin, on se réveille et le pulse, boum, il est fait, quoi.
Et du coup, créer une thérapie pour quelqu'un, si c'est quelqu'un qui n'aurait pas la maladie sur laquelle je travaille très 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 précisément, ça aurait été très compliqué parce que franchement, j'aurais jamais pu faire ça. Et puis on s'invente pas, tiens, je vais créer une maladie pour quelque chose. Donc c'est pas possible. Même si des fois on aimerait bien soigner plein de gens et c'est juste pas comme ça que ça marche malheureusement. Et puis ça prend tellement de temps. Ouais. Oui, on va peut-être encore faire quelques questions Bécher, du coup. Question Bécher. Alors, je vais en prendre une au fond. Vous me connaissez bien, hein, c'est bien, vous avez bien bossé. D'où vient votre passion pour les tardigrades ? Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les tardigrades, j'aurais dû mettre ma robe tardigrade, du coup, je regrette amèrement ce choix de vêtements. Les tardigrades, c'est des petits animaux vraiment tout petits qui font à peu près 1 millimètre, qui habitent généralement dans des mousses, mais ça peut être dans tout type de milieu, qui sont vraiment très moches. Hein. On dirait c'est un mix entre un sac d'aspirateur et un anus avec des pattes, en fait. Donc voilà. Et ouais, désolée, c'est cadeau. Et en fait, ils sont hyper résistants à plein de choses parce que ils se mettent dans un espèce d'état qui leur permettent de survivre à des pressions de fou, à des chaleurs de malade, à des déshydratations et tout. Donc, ils sont assez intéressants pour la recherche. Et comme ils sont très moches, moi, je les aime beaucoup. Et d'ailleurs, si vous allez sur Twitter, vous verrez que ma photo de profil, j'ai une peluche de tardigrade sur l'épaule. Et ouais. Est-ce que c'est possible d'en avoir une aussi on peut les acheter ? Ouais, on peut les acheter. C'est un cadeau d'anniversaire qu'on m'a fait. Ah oui, d'accord, Ouais. carrément. Ah oui, carrément. Oui, ça va aussi loin que ça. Et le truc cool sur les tardigrades, est-ce que je peux quand même placer une toute petite anecdote sur les tardigrades ? Il y a une sonde, je ne sais plus le nom parce que je suis mauvaise, qui a été envoyée sur la Lune il y a quelques années. C'était une sonde, je sais même plus de quel pays d'ailleurs. Là, j'ai tout oublié, mais en gros, il y a une sonde qui a été envoyée. Il y avait des tardigrades dedans, et en fait, elle s'est explosée sur la Lune. Elle a craché. Elle s'est pas posée comme il fallait. Elle a fait n'importe quoi. Et du coup, la question c'est, est-ce que les tardigrades qui étaient là-dessus ont survécu ? Et là, il y a eu une étude où des gens ont pris des tardigrades, les ont mis dans des balles vides de revolver, mais c'est des revolvers de recherche. Donc en fait, l'idée c'est qu'on augmente la pression petit à petit pour voir est-ce que ça survit ou pas. Et en fait, ils sont arrivés à la pression que les tardigrades ont dû subir en se crachant contre la Lune. Et ils ont vu qu'en fait, non, les tardigrades n'ont pas colonisé la Lune parce qu'ils ont bouilli à l'intérieur des balles. Donc très probablement, les tardigrades là-haut ont dû bouillir tout pareil. Donc une seconde de silence pour ces tardigrades. Je vais pas dire 1 minute parce que c'est long, mais voilà. Pensons aux petits tardigrades qui auraient pu être sur la Lune et colonisés, mais qui ne le sont pas. Je pensais que ça allait bien finir. Non, désolé. Ouais. Non, mais après, ils survivent à tellement de trucs, faut bien que de temps en temps, ils se fassent un peu bouillir, quoi. Enfin, sinon, c'est pas juste, j'ai envie de dire, tu vois. Allez, une Encore dernière question. Ah, quelles sont vos plus grandes passions en dehors de votre travail ? J'adore marcher. Alors, ça va peut-être pas du rêve comme ça, mais la rando. J'adore la rando. La rando en mode vraiment, on part avec un sac à dos, on part 15 jours, on pue, on n'a pas beaucoup de fringues, on dort sous une tente, etc. Ça, j'adore parce que j'aime bien aussi la photo. Donc, généralement, en rando, je fais beaucoup de photos. Et puis, voilà, donc voyager, faire des photos, essayer de chasser les aurores boréales. Et puis, ouais, la rando. D'ailleurs, là, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de pure rando où on part 10 jours avec le sac à dos, la tente. Enfin, ça fait pas rêver. Je sais que la plupart de mes potes, quand on en parle, ils sont là. Ah, ok, donc tu portes pendant 10 jours, tu portes 15 kilos sur ton dos. Oui, tout à fait. Tu pars avec 3 t-shirts, donc tu pues tout le long. Oui, tu pues. Mais tu pues vraiment. C'est-à-dire que on commence à marcher, au bout de 3 heures, c'est déjà cramé pour les 10 jours. Mais c'est hyper agréable parce qu'on atteint des endroits vraiment chouettes. Le fait de dormir en tente le matin, on ouvre la tente, on se retrouve en plein milieu de la montagne. La nuit, parfois on sort, on voit la Voie lactée, c'est trop beau, ça fait vraiment du bien, ça permet de complètement décrocher. Et voilà, donc faire quelques pics un peu sympas comme ça. J'ai fait le Kilimandjaro en 2016. Ah oui. Voilà, donc c'est grosse passion, montagne, sac à dos, bâton et chaussures. Voilà.
C'est comme vous voulez. Soit vous pouvez choisir de faire une autre question, soit... Ah bah écoutez, on a le temps. Allez. Il nous reste quelques minutes. Il nous reste quelques. Il y en a d'autres. Allez, on va en reprendre une. Pour faire honneur à l'équipe. Oh, quel est le moment le plus gênant que vous avez vécu durant votre carrière? Alors gênant. Ouais, j'en ai tellement. Lequel? Gênant. Alors, je réfléchis. Alors gênant. Je suis pas gênée par grand chose. J'ai pas trop honte de mes bêtises. Donc, mais il y a beaucoup de moments qui étaient un peu n'importe quoi. Non, je pense que le pire où j'ai vraiment, j'étais mal. Donc gênant mal, on va dire. Hein. Ouais, c'est le tout premier Pint of Science que je racontais justement cet après-midi. Le tout premier Pint of Science à Paris. Là, je suis arrivée, on m'a demandé l'équipe qui devait animer le truc, m'a dit on se sent pas d'animer, c'est le premier, on veut que t'animes parce que voilà, on veut pas le faire, on veut te regarder le faire et tout. Je fais OK, pas de problème. J'arrive, normalement le bar était réservé, s'il y a une salle toujours séparée comme ça il y a pas trop de bruit. J'arrive, le bar me dit non, c'est pas réservé, vous avez pas confirmé, vous avez de la chance, la salle est libre. OK, bon, d'accord, j'y vais. Là, j'arrive, je sais jamais, c'est Bernard Lavillier ou Laville, le chanteur. Lavillier, je crois. Lavillier, merci. Ouais, voilà. Là, il y a Bernard Lavillier. Oui, j'ai raconté cette blague, cette anecdote tout à l'heure, donc il y en a qui l'ont entendu déjà, mais j'ai Bernard Lavillier sur sa guitare dans la salle. Donc là, j'ai dû gentiment le dégager, mais un petit moment gênant où on se retrouve. Bonjour, monsieur, est-ce que vous pourriez partir et nous laisser la salle. Donc là, il a rangé ses affaires, il est parti. Et puis l'intervenant de la soirée arrive et Pint of Science vraiment c'est fait pour le grand public, vraiment pour vulgariser. Donc l'idée c'est d'avoir des chercheurs et des chercheuses qui font des présentations parce que comme ça après les gens écoutent des trucs, soit ils ont envie de poser des questions, soit ils en posent pas, mais au moins ils repartent avec quelques connaissances. Et là, l'invité de la soirée me dit on est bien d'accord, c'est que des gens hyper spécialisés et ils viennent pour me poser des questions. Alors non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est que du grand public et justement, il faut préparer une présentation. Je lui dis vous avez une présentation? Il me dit non. Est-ce que vous avez de quoi parler environ 20-30 minutes? Il me dit bah je vais me mettre dans un coin, je vais préparer ça. OK. Donc là, je me suis dit bon, tout va bien. Sachant qu'en plus, comme on n'avait pas confirmé le bar, il y avait les présentations PowerPoint, c'était mort parce qu'il n'y avait pas le gars de la technique, il y avait un tout petit écran, etc. Mais en fait, du coup, comme lui, il n'avait pas prévu de présentation, finalement, c'était pas mal. Et donc là, je me sentais très mal parce que je me dis, je sais même pas comment il va le faire, mais en plus, je le connaissais pas du tout, ce chercheur. C'était ce que l'équipe avait choisi, donc je savais pas s'il avait déjà fait ça, s'il était plutôt à l'aise ou pas. Et puis je me retourne et puis je vois deux personnes arriver. Quelqu'un avec une énorme caméra habillée en noir et puis une autre personne habillée en noir avec un micro. Et là, ils me disent bonjour, c'est France 5. Alors, OK. Donc, c'est-à-dire que très bien. Et ils me disent oui, vous nous avez envoyé un mail il y a 2 semaines. Du coup, on vient filmer. Ah ouais, moi, j'ai jamais eu de confirmation en fait, donc je savais pas que vous veniez ce soir. Et ils me disent oui, on vient pour le journal de la santé, donc un truc assez regardé à l'époque. Et là, je me dis bon bah en fait c'est qui tout double quoi. Soit ils enregistrent le plus gros moment de fail de Pint of Science qui aura donc été enregistré par France 5, soit ça se passe bien. Et en fait, donc j'étais très mal. Hein, j'étais vraiment sur le bord des larmes, en mode je vais pas craquer, mais franchement, je suis pas loin. Un truc de plus et c'est bon. Et puis en fait, la soirée a commencé, les gens sont rentrés, ils sont assis, le bar était plein, il y avait plein de gens qui étaient vraiment de hyper bonne humeur, c'était hyper bienveillant. Le chercheur a été génial. Il a raconté plein de trucs, les gens ont posé énormément de questions, les journalistes ont passé leur temps à filmer, c'était vraiment super chouette. Le lendemain, le reportage était vraiment bien, ça mettait super bien en avant le festival. J'ai respiré, mais sur le moment, quand j'ai vu France 5 arriver, c'est même pas que c'était gênant, quoi. J'étais au bout de ma vie, en fait. Je suis là, mais pourquoi ce soir, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez pour le futur de nouveaux challenges à accomplir? À faire grandir le festival. C'est toujours un peu un challenge. Il y a des pays qui sont un peu compliqués, donc essayer de faire ça. Non, je pense le plus gros challenge que j'ai, c'est souvent d'essayer de bien profiter de ma vie de freelance, parce qu'au départ, la vie de freelance, la base, c'est se dire je travaille quand je veux, et parfois ça se transforme en je travaille tout le temps.
Et pardon. Du coup, l'idée là, c'est vraiment de se dire, des fois je dis non, des fois je prends ma matinée parce que je travaillais tout le week-end ou quoi. Donc, et puis de me faire plaisir en fait, de prendre des projets que j'aime bien, de prendre des projets sur lesquels je suis vraiment bien et je profite. Et voilà, c'est ça les challenges. Et alors, on m'a déjà demandé quelle était mon ambition à 5 ans. Et en fait, j'ai pas forcément. Je crois que la vie m'a appris que ça servait à rien de faire des plans. Parce que il y a 10 ans, je venais de me marier, je voulais être chercheuse et voilà, je pensais que ça allait être ça ma vie. Là, je vais me marier, mais à quelqu'un d'autre. Je travaille en communication scientifique et j'aurais jamais deviné que je ferais ce travail-là et je suis super épanouie. Donc en fait, je pense que mon plan, c'est de profiter des opportunités et de profiter de ce qu'on m'apporte. Et je pense que c'est vraiment un truc qui est hyper important, c'est de se créer, de profiter des opportunités qu'on peut avoir pour, au final, se retrouver à un endroit qui est l'endroit où on aurait dû être. Peut-être ça va faire hyper philosophique ou je sais pas quoi, mais l'endroit où en fait peut-être toute ma vie je suis allée vers cet endroit-là et voilà. Donc profiter des opportunités et profiter du meilleur de ce que je peux faire, quoi. D'accord. Eh ben, on va vous remercier parce que il est l'heure, je crois. Ah, ça y est. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes à remercier au final. Oui. Alors, bien sûr, notre invitée exceptionnelle, Élodie Chabrol. Donc, Merci. on la remercie de nous avoir honoré de sa présence. Je sais pas si c'est exceptionnel, mais merci en tout cas. J'étais En tout cas, ravie pour nous, d'être c'est ici. exceptionnel. Et ben, avec plaisir, on va remercier aussi toute la licence de L2, pardon, SV, qui a participé à ça. Vous les voyez pas, mais ils sont ici, ils sont présents avec nous. Et c'est grâce à eux que ça a pu avoir lieu. Donc, on les remercie. Ils se sont super bien applaudis. On a nos professeurs, bien sûr, donc Madame Laurie Galvan et Yannick Martiquet. Voilà. Là-haut. Donc, Là-haut. voilà. Bravo. Et bien sûr, co-animateurs, enfin, Bravo à vous. tous nous, et félicitations parce que c'était pas évident. Et, Vous pouvez vous applaudir aussi. Et puis je pense aussi peut-être dire merci au chat. Oui, bien merci sûr. parce Merci au chat. que merci le chat, plein de questions. Applaudissements. Bon, merci à tous pour votre attention durant ce live et on vous souhaite une agréable soirée.